Blodrena prend la décision de commencer une guerre contre les peuples rivaux, mais les survivants du bunker exigent de Octavia de créer une alliance avec les Asgida et les Sandcrew. Lorsque Octavia passe un accord avec les Sandcrew contre des vers parasites pour tuer les ennemis en guerre, par la suite les Asgida acceptent le marché contre des rations, des vivres, de l'eau en grande quantité. Pendant ce temps, à la surface de la Terre, Clark et sa mère, Abby, découvrent un virus mortel. Et tant bien que mal, elles exigent, elles essaient, et elles trouvent des remèdes psychologiques, psychosomatiques, pour contre-indiquer le virus, et pour contre-attaquer le virus. Clark et Abby développent des remèdes qui, parfois psychosomatiques ou psychologiques, essayent d'éradiquer le virus. De prendre contact avec Murphy et Ontari, Raven à la surface essaye de prendre contact avec Murphy et Ontari, qui ont été convaincus et qui ont convaincu les Nadblida d'aider à éradiquer le virus. Ontari et Murphy ont convaincu les Nadblida d'aider à éradiquer le virus. Pendant ce temps, Abby et Clark continuent tant bien que mal à découvrir ce virus psychosomatique mortel. Lorsque le virus est éradiqué par Clark, par Abby, par le clan des Sangs, par Murphy et Ontari, ainsi que les Nadblida, les tempêtes de sable de l'autre côté de la Terre surgissent. Des sables laissent derrière eux des grandes étreintes. Des tempêtes de sable de l'autre côté de la Terre surgissent. Des sables laissent le temps aux Sandcrew de trouver comment faire sortir les vers parasites, les faire sortir des sables, des tempêtes. Les tempêtes arrivent se servant de vents puissants, du réchauffement climatique et des ondes radioactives. Les ondes radioactives produites par la Terre, les Sandcrew s'en servent pour pouvoir faire sortir les vers parasites. Raven rejoint les techniciens au campement pour localiser les drones et retrouver Ontari et Murphy. Dans les serres aquabiologiques, les Nadblida se servent de l'eau produite par le système de réchauffement climatique, de la vapeur d'eau ainsi que de la chaleur, pour pouvoir produire de l'eau potable, de grandes quantités et de nombreux vivres comestibles, comme d'innombrables variétés de fruits, de légumes en tout genre et de fruits en tout genre, de différentes variétés. Quant à Raven, lorsqu'elle géolocalise Murphy et Ontari, Raven au campement, avec la géolocalisation d'un drone, elle trouve Murphy et Ontari en danger au mont Weather, qui proteste de jeter des ondes radioactives dans l'air. Lorsque Raven géolocalise, grâce à la géolocalisation d'un drone, elle trouve Murphy et Ontari en danger au mont Weather. Le mont Weather qui proteste contre ce que font les Sangs et qui vont bientôt jeter des ondes radioactives dans l'air. Quant au peuple natif, lui, s'apprête à combattre et à attaquer Police. 3 guerres se dirigent vers Police, 3 guerres auxquelles Clark décide de participer pour mettre fin à la guerre contre les territoires. Ensuite, plus tard, de l'autre côté, dans le secteur 3B, un gisement de poussière, de terre, de sable est obscurci. Dans le secteur 3B, un gisement de poussière, de terre et de sable obscurcit le terrain. Tout autour apparaissent les silhouettes de combat loyales. Clark apparaît plus loin et Neyla la regarde juste devant elle avant de charger et d'embraser le champ de bataille, de combat, avec un lance-flamme à particules toxiques biocinétiques. Raven trouve un moyen de réfugier tout le monde à l'intérieur du campement, à la venue d'une éminente anomalie. Quant au vaisseau étranger et abandonné
qui a été découvert par Octavia. Contraint de devoir attendre sur les terres du secteur 3B, Octavia découvre ce vaisseau qui est contraint d'attendre sur le secteur 3B. Octavia découvre proche de l'anomalie et est contrainte de voir des visions qui se passent durant l'anomalie et qui sont produites à cause de l'anomalie. Contrainte de voir ces visions de son passé, des visions récurrentes qui ne cessent de revenir et de repartir. Plus l'anomalie se rapproche, ces visions créées par l'anomalie que Octavia doit subir se rapprochent de plus en plus. Ontari et Murphy se trouvent actuellement au centre d'un cratère habité par la faune. Les drones suivent le parcours que Raven et Octavia ont trouvé. Elles ont trouvé un vaisseau extraterrial envoyé sur Terre exclusivement pour servir de bunker. Une seule chose lui a été dédiée. Elle lui a été donnée comme ordre. Ce vaisseau extraterriel a atterri sur Terre pour servir de bunker, en seul but d'affronter l'anomalie et de trouver d'où elle vient, ses origines, ainsi que de trouver ses origines et de la détruire. L'anomalie s'agrandit de plus en plus, mais grâce à ce bunker, grâce à ce vaisseau extraterriel, l'anomalie s'agrandit, devient de plus en plus forte, attaque les secteurs 4, 1, 3 et 9. Mais grâce à ce bunker, ce vaisseau extraterriel, Octavia et Raven vont pouvoir trouver les origines de l'anomalie, et les secteurs 4, 1 et 3, ainsi que le secteur 9, vont pouvoir être sauvés. Ainsi, Ontari et Murphy vont pouvoir aller voir les secteurs 1, 4 et 3, ainsi que le secteur 9. Lexa arrive à Police et croise le regard de Clark. Clark s'assied sur le côté, à côté de Murphy, et juste à côté de Bellamy, qui vient la regarder et lui demander de se lever. Juste devant la tour de police, il y a Ali, mais personne ne sait encore que Ali a inventé une deuxième clé, une deuxième puce, derrière laquelle se trouve une autre ville, une autre horizon. Une horizon qui perpétue la seconde horizon. Derrière cet horizon dans la clé se trouve une autre ville, un autre endroit. À l'intérieur de la Cité des Lumières, il y a une seconde horizon, autour de la seconde horizon de la Cité des Lumières. Personne ne l'a encore découvert, mais cela s'est déclenché pendant l'exorcisme de Raven. Lorsque Ali a pris possession du corps de Raven, cela s'est déclenché, et à Police, une deuxième horizon s'est créée, derrière laquelle une deuxième ville s'est créée. Au-dessus de cet horizon, et en dessous de cet horizon, les villes ne cessent de perpétuer. À l'intérieur de Police, dans la tour, Ali attend avec impatience le retour de Lexa. Ali attend avec impatience le retour de Lexa. Lexa qui, juste devant Police, juste devant la tour de Police, a décidé de poser les armes et d'attendre que Ali sorte. Ali est à l'intérieur, mais n'attend qu'une seule chose, c'est que Lexa rentre. Personne ne sait encore et personne n'a encore découvert que lors de la possession de Ali par Raven, par Ali, personne n'a encore découvert qu'une horizon est en train de perpétuer la Cité des Lumières, derrière laquelle 5 filles se cachent dans une ville appelée Rosewood. Dans une ville appelée Rosewood, personne ne sait que pendant la possession par Ali dans le corps de Raven, personne ne sait encore qu'il y a une horizon derrière la Cité des Lumières, derrière laquelle il y a Rosewood, une ville dans laquelle 5 filles sont poursuivies par un étrange homme. Un étrange homme habillé en noir, et cet étrange homme poursuit ces 5 filles. Il se fait appeler A, mais personne ne sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut réellement, personne ne le sait. Mais à Rosewood, les 5 filles, Emily, Spencer, Aria, Anna et Allison, sont persécutées par cet homme étrange. Bientôt Clark va le découvrir lorsqu'elle aura trouvé la clé. Lorsqu'elle aura trouvé la clé et qu'elle aura découvert que Ali est Ali 2.0.
la mise à jour et la nouvelle mise à jour de Ali. Elle aura découvert les nouvelles horizons, et elle saura que Spencer, Anna, Emily, Allison et Arya sont 5 filles prises au piège dans la Cité des Lumières, derrière la seconde horizon, dans la ville de Rosewood. Elles vont venir en aide à ces 5 filles pour pouvoir attraper cet étrange homme qui se fait appeler A depuis la mort de leur copine, Allison. Clark se dresse devant Lexa. Lexa se dresse devant Clark, toutes deux l'une en face de l'autre. De loin, Murphy, Bellamy et Octavia sont à l'intérieur et regardent de l'extérieur. De l'extérieur, leur arme vers le haut, Clark se dresse devant Lexa. Et Lexa lui parle. Lexa lui parle et lève la main, faisant signe aux natifs et à son armée de baisser les armes. Clark se retourne et fait un geste de la tête. Bellamy, Octavia et Murphy baissent les armes et les déposent par terre. Lexa s'avance et marche de 2 pas en avant vers Clark. Clark la regarde. Clark la regarde après que Lexa ait marché de 2 pas en avant vers elle et lui fait signe de la tête. Elle lui fait signe de la tête et la regarde. Elle commence à parler et lui dit qu'elles doivent passer un accord, qu'elles doivent discuter, que l'une d'entre elles doit parler à Ali, qui se trouve à Police. Clark se fait alors confier cette mission par Lexa. Lexa se fait confier cette mission par Clark et toutes deux vont alors décider à Police. Toutes deux vont alors décider à Police, mais toutes deux se sont confiées cette mission. L'une d'entre elles va devoir parler à Ali. L'une d'entre elles va devoir parler à Ali. C'est alors qu'une fois arrivée à Police, elles discutent. En face de la tour, elles savent déjà à l'avance que à l'intérieur, Ali attend avec impatience la personne avec qui elle va parler. Ali regarde Jaha et discute drastiquement en disant que si elle ne choisit pas, elle va devoir sortir et choisir elle-même. Autour de Clark, autour de Lexa, des croix sur lesquelles il y a des gens qui refusent d'avaler la clé. Clark regarde attentivement, sent l'odeur du sang, regarde par terre, il y a du sang qui coule, il y a des personnes mortes sur des croix. Et c'est alors que Lexa se tourne vers une seule personne, une personne qu'il y a sur une croix, qui refusait d'avaler la clé. Elle se tourne vers cette personne, et Lexa lui offre aimablement un peu de nourriture, un peu de vivre. Lexa lui offre un peu de vivre, un peu de nourriture, et de l'eau qu'elle a trouvée. Clark la regarde, et dit alors à Lexa, Lexa se tourne vers Clark, que ce sera elle qui va aller parler. C'est alors que Clark accepte et rentre dans les ruines. Elle rentre dans les ruines de la tour, et commence à parler à Ali. Ali parle drastiquement. Ça n'avait pas l'air d'être Ali. Clark écoute ce qu'elle dit. Elle dit avoir créé une nouvelle puce qui n'est pas la clé qu'il y avait avant. Elle dit avoir créé une nouvelle puce qui n'était pas la clé qu'il y avait avant. Cette clé qu'il y avait avant, lorsque Ali avait pris possession du corps de Raven, était une clé bien plus simple. Celle qu'elle a créée aujourd'hui est une clé qui mène vers la cité des Lumières. Cette clé qu'elle a créée aujourd'hui mène vers la Cité des Lumières, mais derrière la Cité des Lumières, elle explique qu'il se trouve un endroit derrière lequel il y a une deuxième horizon. Clark essaye de comprendre et de savoir comment c'était possible, qu'est-ce qu'il y a pu se passer, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de travers pour qu'une deuxième horizon se soit créée et qu'il y ait une deuxième version de la puce. Elle essaye de comprendre, mais c'est alors que Ali s'avance vers elle de 2 pas en avant, se met juste en face de elle et lui parle, lui explique que la clé qu'elle a créée dans le corps de Raven est une clé qui détient une horizon,
et que cet horizon derrière laquelle se trouve une autre ville, elle détient 5 personnes. Clark demande alors les noms de ces personnes. Ali se recule de 3 pas et s'enfuit dans les ruines. Elle part avec Jaha derrière la tour, et Clark sort, sans aucun mot, sans exprimer aucune compassion ou même expression. Elle regarde Lexa. Lexa lui demande si elle a trouvé quelque chose, mais elle ne dit rien. Elle repart, elle prend son arme, Lexa se tourne, redresse les armes, et repart. Plus tard, elle raconte au campement que la puce qu'elle avait récupérée dans le corps de Raven, dans son cou, dans sa nuque, cette puce qu'elle avait fait fondre était une puce 2.0, à travers laquelle derrière il y avait juste une horizon, une seconde horizon. Abby commence à demander et à expliquer que si une deuxième horizon devait exister, il devait y avoir un deuxième monde. Clark discute avec Raven, et Raven lui explique que ce qu'il y avait dans son cou était une puce de Abby, une puce de Ali que Abby avait sortie de son cou. C'était Abby qui était en la possession de cette clé. Alors, Clark se dirige vers sa mère en avançant de 3 pas, et demande à Abby d'avoir la clé. Elle n'avait pas l'air si différente de la première. Et c'est alors que Raven prit la clé à son tour et la mit en dessous d'un ordinateur. Sur un support lumineux, elle met la clé. Elle allume un ordinateur et commence à regarder au travers. Il y a bien une deuxième horizon, un deuxième endroit, une deuxième ville derrière la Cité des Lumières. Derrière la Cité des Lumières, il y a bien une deuxième ville. Et c'est alors que Clark explique à Raven qu'elle n'a pas pu avoir le nom des personnes qui se trouvaient dans cette ville. Raven se retourne et explique à Clark que si elle lui laisse le temps, elle aura peut-être la chance d'arriver jusqu'à l'horizon, agrandir l'horizon et peut-être passer au travers et la regarder de manière à la regarder sous forme d'image satellite. Peut-être qu'elle saura, en agrandissant les plans, qui sont les personnes prisonnières à l'intérieur de cette deuxième horizon. Raven travaillait nuit et jour pendant que Clark essayait de savoir comment et pourquoi, en parlant à Ali. Ali qui restait à Police tout le temps, tous les jours en dessous de la tour, et qui attendait qu'on lui rende ce qu'on lui avait volé. Ali attendait simplement qu'on lui rende ce qu'on lui avait volé, la terre. Clark essayait de comprendre qui étaient ces personnes, mais elle ne savait toujours pas quelle ville, quel endroit, ou quel lieu se trouvait derrière cette seconde horizon. Raven avait fait des recherches pendant toute une nuit, et pendant toute une nuit, elle avait fait des recherches. Clark s'avança vers elle de 2-3 pas, et se mit alors sur le côté, sur une chaise, et regardait ce qu'elle faisait. Cette chaise qu'elle avait surélevée au niveau de l'écran de son ordinateur. Elle regardait ce que faisait Raven, et Raven avait réussi à agrandir et à pénétrer le système de la puce. Elle avait pénétré la deuxième horizon et avait pu voir ce qu'il y avait derrière avec une image satellite. Ensuite, 3 portraits robots sont apparus. Une jeune femme, une autre jeune femme et encore une autre jeune femme. Plus elle avançait, plus les portraits robots s'agrandissaient. Ensuite, les portraits robots divisés en trois personnes. Les portraits robots divisés en 3 personnes se transformèrent en 5 portraits robots. Clark s'avancèrent un peu et se mit à côté de Raven. Et Raven expliqua que ces personnes qui apparaissaient sous forme de portraits robots étaient les personnes derrière la première horizon. Derrière la première horizon, il y avait ces personnes. Il y avait d'abord 3 portraits robots. Le portrait robot de Spencer, le portrait robot de Arya,
le portrait robot de Anna. Et ensuite, elle agrandit encore une fois l'image en image satellite, et apparaît le portrait robot de Emily et de Allison. Les personnes qui se trouvaient derrière cet horizon étaient Emily, Arya, Spencer, Anna et Allison. Clark s'avança encore une fois, de un seul pas, vers le portrait robot de chaque fille. Chaque personne, chaque fille qui se trouvait derrière cet univers qui avait été créé par la puce, derrière cet horizon. Ensuite, un portrait robot s'inscriva juste au-dessus des 5 portraits robots. Un portrait robot d'un homme à capuche. Il avait été affiché en noir, non pas en bleu, comme les portraits robots précédents. Clark s'avança et demanda à Raven qui était cette personne. Il était écrit inconnu en dessous. Elle afficha encore une fois la deuxième horizon et essaya d'afficher en image satellite pour pouvoir grandir et agrandir le fichier. Mais plus elle agrandissait le fichier, plus elle rentrait à l'intérieur de l'univers de cet horizon. Elle n'arrivait pas à trouver le nom de la personne, mais elle savait que si elle creusait encore, ou qu'elle cherchait à agrandir l'image, elle trouverait peut-être un nom. Ensuite, elle agrandit l'image une deuxième fois. Le deuxième jour, pendant que Clark était sur le secteur 4. Lorsque Clark était sur le secteur 4, entre le secteur 4 et le secteur 3B, Raven, au campement, avait agrandi l'image. En dessous de cette personne qui était apparue, en dessous des portraits robots qui étaient apparus, cette personne qui était apparue en plus, la 6e, l'homme à capuche, en rouge, lui est apparu à l'écran. En dessous de son nom, inconnu se transforma en une seule lettre, A. C'est alors que la lettre qui est apparue en dessous était la lettre A. Elle regarda attentivement et se demanda pourquoi un nom, pourquoi une initiale, et d'où pouvait venir l'initiale A. Clark est arrivé lorsque Abby avait appelé sa fille Clark. Lorsque Abby avait appelé sa fille Clark, après avoir travaillé des heures durant avec Raven, elle appela Clark. Clark est reparti du secteur 4 du secteur 3B et est arrivé au campement. Abby s'est avancée vers elle, la tenant alors par les épaules, abaissant ses mains jusqu'à ses poignets, lui disant de faire attention une fois qu'elle sera rentrée dans le laboratoire. Elle rapporta alors de la roche qu'elle avait simultanément pris par terre. Cette roche, elle la déposa sur le côté. Il fallait en faire des échantillons pour savoir si le cratère dans lequel Murphy et Ontari avaient été était un cratère dans lequel ils pourraient habiter. Pour savoir si la roche de ce cratère était habitable, il fallait en faire des analyses, mais elle déposa tout simplement la roche juste à côté. Ensuite, derrière, il y avait Raven, qui fit signe, à quelques mètres de Clark, elle lui fit signe de venir près de l'écran. Elle avait sa main juste devant sa bouche, et Raven cherchait. Elle avait l'air attentive à son travail. Elle cherchait attentivement, elle avait sa main juste devant sa bouche, et se frottait les joues, pour savoir ce qu'il faisait, ce qu'il se passait. Et elle expliqua à Clark qui s'approcha d'elle de 2 pas près de l'écran. Elle lui dit alors, regarde, j'ai le nom de 5 filles, Emily, Spencer, Anna, Arya et Allison. J'ai leur portrait robot, mais cette personne en rouge, je n'ai que la lettre A. Clark essaya de comprendre, et comprit alors que c'était peut-être Ali qui était rentré dans l'horizon, dans la deuxième horizon. C'était peut-être Ali qui était rentré dans la deuxième horizon, car A était l'initiale de Ali. Ensuite, derrière cet horizon, il y avait la ville de Rosewood. Anna, Arya, Spencer, Emily et Allison. Un soir à Rosewood, Allison demanda à Spencer pour tous se rejoindre chez elle, car elle avait quelque chose à dire. Encore une fois, Arya était plus que suspicieuse à l'idée que Allison demanda à Spencer de la rejoindre chez elle.
Arya était suspicieuse d'avoir demandé à Spencer de la rejoindre chez elle, que ce soit Allison qui ait demandé à la rejoindre chez elle. Mais Emily, comme Arya, comme Anna, rejoigna alors Spencer chez elle. Une fois que Emily, Anna et Arya étaient dans la chambre de Spencer, et que Allison était arrivée en première, elle se mit alors assise sur le lit. Allison était sur le lit. Emily était par terre, les bras croisés, avec un café. Emily était revenue du brou, avec un café par terre et avec un livre d'études. Elles avaient tous mis leur sac en bas, et Arya était sur le lit, avec Allison. Spencer était sur la chaise à son bureau, et Anna, elle, était sur le côté par terre à côté d'Emily. Elles essayaient de comprendre qui était ce A qui envoyait des messages récurrents, et durant toute la nuit, elles se sont réveillées. Durant toute la nuit, elles ont dormi, mais seulement plus tard elles se sont réveillées à cause de messages récurrents. Elles ont regardé par la fenêtre et par la fenêtre de la chambre de Spencer, donnant sur la rue, par la fenêtre de la chambre de Spencer. Une oraison lumineuse tout au bout est arrivée. Elles ont regardé et aussi vite qu'elles ont vu cette horizon lumineuse, elle a disparu. Et tout au bout de l'horizon lumineuse, cet horizon est devenu sombre. Et elles ont vu apparaître un nuage de fumée, plus ou moins clair ou opaque. Elles ont avancé dans la rue qui était sombre. Elles ont avancé jusqu'à ce nuage de fumée sombre qui était là où se trouvait l'horizon lumineuse, et elles ont vu une maison sur laquelle il était écrit No End House, la maison sans fin. Elles sont rentrées à l'intérieur, et un homme leur expliqua alors, un homme en capuche noire leur expliqua à toutes que cette maison, No End House, la maison sans fin, était une maison dans laquelle il y avait 6 pièces différentes les unes des autres, et chaque fois de plus en plus terrifiantes. Elles sont entrées dans la maison No End House, et un homme avec un masque noir les suivait. Elles ont directement changé de pièce et sont arrivées dans la deuxième. Chaque pièce détenait pour elles un secret. Le premier secret, la première pièce, était la mort du père de Emily. La deuxième pièce était la sœur jumelle de Spencer. La troisième pièce était comment était morte Allison. Il y avait plusieurs estimations tout autour qui flottèrent comme des souvenirs. La quatrième pièce était celle de Arya. Il y avait autour tous des souvenirs de la séparation de leurs parents, de ce qu'avait fait son frère. Ensuite, il y avait des souvenirs pour Anna, dans la 6e pièce et dans la 5e pièce. Les souvenirs étaient terrifiants, cela ne concernait que A. Elles ont avancé, mais lorsqu'elles sont arrivées dans la 6e pièce, Anna a remarqué, avec Spencer, que la pièce n'en était pas une, mais que la maison avait agrandi la réalité. Pendant que Clark, à police, discutait avec Ali, à police, les filles rentraient de plus en plus dans l'univers de No End House. Elles rentraient de plus en plus dans l'univers de No End House et commençaient à voir que tout autour d'elles, les gens tout autour d'elles, les personnes, les habitants de cette maison, de l'endroit de Rosewood dans lequel elles étaient, dans lequel la maison a décidé de s'installer, les personnes agissaient bizarrement. Tout autour d'elles, on pouvait voir que les personnes, par exemple le père de Allison, ne la reconnaissait plus. Le père de Anna ne la reconnaissait plus, agissait bizarrement, voire même brusquement. Elles ont alors décidé que rester dans cet endroit, dans la 6e pièce de la maison, leur était peut-être fatal. Elles ont été voir le père de Emily, qui était vivant dans sa maison, et qui l'attendait. Elles ont commencé à avoir peur et ont couru dans les rues. Elles ont essayé d'échapper, mais leur père à toutes, leur souvenir à toutes commençait à les rejoindre. Leurs souvenirs à toutes commençaient à les rejoindre. Elles sont allées se cacher dans un champ et ont attendu. Elles ont attendu toute la nuit. Elles se sont cachées dans un champ, au milieu de nulle part. Mais leurs souvenirs dans No End House n'arrêtaient pas de les poursuivre. Clark, pendant ce temps, dans le secteur A7,
Dans le secteur A7 et dans le secteur B3, Clark était en train de discuter à police avec Ali, qui disait qu'il y avait 5 otages à l'intérieur de la deuxième horizon. Les 5 filles, Arya, Spencer, Anna et Emily, ainsi que Allison, étaient poursuivies par No End House, la maison. Dans la 6e dimension et la 6e pièce, elles étaient poursuivies par leurs souvenirs. Et il y avait un homme en noir qui était différent de toutes les autres personnes qu'il y avait dans cette maison. Elles essayaient de leur échapper, car chaque personne était peut-être A. Le soir même, Spencer était partie de chez elle. Elle était allée à la maison No End House, la maison sans fin. Elle est rentrée dans les premières pièces, et elle a avancé. Plus les pièces avançaient, plus elle avançait, plus elle devenait terrifiante. Lorsqu'elle est arrivée à la 5e pièce, elle a remarqué que tout autour d'elle commençait à la concerner. Elle a avancé de plus en plus, et a regardé que les souvenirs dans la 5e pièce, c'était ses souvenirs de quand elle était toxico, et qu'elle avait pris des substances illicites. Ensuite, il y avait ses souvenirs, ses anciens souvenirs dont elle ne se souvenait absolument pas. Et après son passage à Radley, dans la 5e pièce, après ses souvenirs dont elle ne se souvenait pas, son passage à Radley, ce qu'elle avait oublié, comme par exemple la dernière fois qu'elle avait pris des substances illicites. Arrivée à la 6e pièce, dans la 6e chambre de la maison, elle ferme la porte derrière elle. Elle traverse l'endroit qui agrandit la réalité et elle réarrive à Rosewood. Elle agrandit la réalité, elle traverse l'endroit de cette maison, la pièce dans laquelle se trouve cette maison. Rosewood est agrandie et une femme derrière elle la poursuit. Une femme derrière elle la poursuit et c'est alors que comme Rosewood est agrandie, comme la réalité de Rosewood est différente, elle va se cacher dans un bar et met ensuite à capuche noire. Elle va se cacher dans un bar, mais ensuite à capuche noire. Essaye de cacher son visage et de camoufler son visage. Elle regarde par terre et ferme les yeux. Cette femme avec la hache qui la poursuivait, c'était Alex Drake. Cette femme avec la hache laissait tomber la hache par terre. On entendait le bruit de l'intérieur du restaurant. Spencer avait les bras croisés. Avait le regard vide dans l'obscurité dehors, l'obscurité de la nuit, et regardait Alex Drake, cette femme qui lui ressemblait, partir tout au fond dans la forêt. Elle ne savait pas encore que c'était sa sœur. Elle savait seulement que c'était quelque chose qui faisait partie de son passé mais qui n'était pas réel. Pendant ce temps, en dehors de l'horizon, en dehors de la Cité des Lumières, Clark essayait pertinemment de rentrer à l'intérieur de la Cité des Lumières. Lorsque Raven a dit que peut-être, si on lui rendait les débris et ce qu'il restait de la puce 2.0 qui avait été fabriquée par Ali, peut-être qu'elle trouverait un moyen de la réintégrer, de la reconstruire et de libérer les personnes qu'il y a à l'intérieur. Emily, Anna, Spencer, Allison et Arya. Peut-être qu'elle trouverait un moyen de les libérer si elle savait réintégrer la puce et qu'elle savait peut-être potentiellement faire apparaître Clark à l'intérieur. Car si elle réintégrait la puce, elle pourrait voir qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, des portraits robots sont réapparus. Un homme, Toby, et un second homme, Ezra. Ensuite, il y avait un autre homme, Caleb. Elle a demandé à Clark de venir. Clark a débarqué dans le laboratoire. Et elle a vu Abby et Raven face au PC, avec 3 portraits robots de plus. Et elle a vu Caleb, Toby et Ezra. Elle les a regardés et a demandé qui étaient ces hommes. Elle ne le savait pas encore,
Au moment où elle s'est dit qu'elle ne savait pas qui étaient ces hommes, ni même ces femmes, ou encore moins l'homme aux suites à capuche noire, qui se faisait appeler A, elle a demandé à Raven si elle serait potentiellement l'emmener ou la faire apparaître à l'intérieur de la deuxième horizon. Abby a apporté les débris de la puce mémoire et de la flamme des gardiens. Ensuite, Raven a pris la flamme, a pris la puce mémoire de Abby et les a réintégrées. Car lors de son exorcisme, on avait dû désintégrer la flamme, la faire brûler, la faire fondre et la détruire. C'est comme ça que s'est créé la deuxième horizon. Après avoir amené la flamme des gardiens, et après avoir amené la puce de Ali, elle a réintégré la puce, et c'est alors qu'elle a pris l'attention. Elle a pris l'attention de Clark pour pouvoir voir si sa tension était bonne. Sa tension était normale, était bonne. C'était une tension normale, 12-11. Ensuite, après avoir pris sa tension qui était de 12 à 11, Clark a regardé sa mère. Et quand Clark a regardé sa mère après que Raven ait pris sa tension, une tension de 12-11, Abby s'est approchée d'elle et a commencé à l'ausculter. Son cœur battait exactement bien. Chaque pulsation était sur le même rythme. Ses poumons respiraient bien. Chaque alvéole pulmonaire était sur le même rythme, sur la même longueur d'onde. Chaque pulsation était bien entendue et résonnait comme il fallait. Chaque pulsation résonnait comme il fallait et ses poumons étaient sur la même longueur d'onde. Elle a alors compris que Clark était apte à aller dans la puce mémoire. Clark était apte à aller dans la puce mémoire et à disparaître dans la Cité des Lumières. Elle a demandé alors à disparaître dans la Cité des Lumières. Raven lui a mis un bracelet autour du cou. Raven lui a mis un bracelet autour du cou et un deuxième avec un capteur autour du poignet. Clark s'est tourné, de 3 pas, sur le côté, vers Raven et lui a demandé à quoi ça servait. Le bracelet qu'il y avait autour de son cou et le bracelet qu'il y avait autour de sa main, le bracelet qu'il y avait à sa main et le bracelet qu'il y avait autour de son cou servaient tous deux à être des capteurs pour savoir où elle était, ce qu'elle faisait et pour pouvoir lui parler. Celui à sa main servait pour lui parler, rester communicative. Celui à sa main servait à parler à Raven et à Abby, pour pouvoir rester communicative depuis la Cité des Lumières. Ainsi que celui à son cou servait de capteur pour savoir où elle était, où elle se trouvait dans la Cité des Lumières, et quand elle aurait franchi la deuxième horizon. Elle est arrivée dans la deuxième horizon, mais tout était anéanti. L'oxygène était irrespirable, et elle a alors demandé à Raven de faire apparaître dans la deuxième horizon un masque à gaz. Raven lui a dit par rapport à son GPS qu'elle avait sur la main et son micro incrusté dans le GPS qu'elle avait sur la main. Raven lui a dit d'alors tendre les mains. Avec un code cybernétique sur son appareil, sur son PC avec un code cybernétique relié à la puce mémoire, elle a fait apparaître entre les mains de Clark un masque à gaz, qui tout de suite, elle a inspiré de l'air pur, elle l'a mis, et elle a commencé à avancer. Tout autour d'elle était détruit. Il y avait des bunkers tout autour d'elle, des gens qui parfois rentraient, ou peut-être des personnes qui avaient été atteintes de tumeurs ou de cancer, mais qui étaient morts par terre. Elle regardait leur corps et elle avançait. Elle avait alors dit à Abby et à Raven qu'elle était arrivée trop tard. Désespérée, ayant peur de ce qui allait se passer ensuite pour ses 3 filles, Raven a baissé la tête et a éteint l'ordinateur. Elle a pris son ordinateur portable et son ordinateur s'est rallumé soudainement lorsqu'elle a allumé son ordinateur portable. Abby est allée voir sur l'écran et a remarqué qu'il y avait une 3e horizon qui s'était formée. Raven a alors parlé à Clark et lui a dit qu'elle était apparue dans la 3e horizon qui s'était formée, qu'une 3e était apparue.
Ensuite, elle voyait tout autour que tout était désert, que l'oxygène était inoxydable, irrespirable. Tout autour d'elle, l'oxygène était inoxydable, irrespirable, que c'était du gaz, que c'était toxique, que c'était cancérigène. Il y a des femmes qui sont apparues juste devant elle avec de longues robes noires. Avec de longues robes noires, des femmes sont apparues juste devant elle, et elle a vu une grande maison blanche. Elle a vu une grande maison blanche en moitié détruite, et des femmes sont apparues devant elle. Prétendant être des sorcières, elles sont apparues juste devant elle. Descendantes de Salem, elles sont apparues. Elles lui ont dit qu'elles étaient des sorcières, qu'elles retournaient à l'école pour sorcières. Et ensuite, elle a continué. Sur le trajet, elle a vu la deuxième horizon, séparant la troisième de la première. Elle a vu la deuxième horizon, séparant la troisième de la première. Et les femmes aux longues robes noires sont rentrées dans un bunker, à l'intérieur. À l'intérieur du bunker, il y avait des gens habillés en mauve, habillés en gris, et des invités spéciaux. Les invités spéciaux, eux, n'avaient pas de vêtements particuliers. Les mauves, eux, étaient des gens qui avaient été choisis. Les gris étaient ceux qui servaient les personnes à l'intérieur. C'étaient des servantes ou alors des serveurs, des hommes de main. Ceux qui étaient en mauve avaient été choisis grâce à leur code génétique, leurs ADN, plus clairement. Clark est parti, et les sorcières ont disparu. Elles ont disparu dans un chalet, une chariote roulante. Elles ont disparu dans une chariote roulante et sont réapparues dans un bunker. Les sorcières sont parties, et le chariot avec les chevaux, qui avaient des tumeurs cancérigènes et des pustules, ainsi que plein d'autres petites séquelles sur le museau, sur les yeux, sur le museau, sur le crâne, sur tout le corps des chevaux, il y avait des pustules, il y avait des blocs de roches, il y avait des cendres et des tumeurs cancérigènes qui les entouraient. Des tumeurs cancérigènes, des blocs de roches, ainsi que des cendres sur leurs yeux. Ils ne voyaient rien, mais ils avançaient quand même. Elle savait qu'ils étaient malades, elle s'est tournée et elle a traversé la deuxième horizon. Elle est arrivée dans cet endroit, Rosewood. Elle a regardé le panneau sur le côté et cherchait des femmes. Ensuite, elle est arrivée devant une femme qui se faisait appeler Ashley. Elle était juste à côté d'une église et a demandé « Est-ce que vous connaissez une certaine Anna ?» Elle a dit que c'était sa fille, que sa fille était sortie quelque part et qu'elle était partie chez les Hastings. Clark l'a regardée, l'a remerciée et lui a demandé qui étaient les Hastings. Ensuite, Ashley a pris sa voiture, lui a dit de monter. Clark est monté, l'a regardé et lui a dit « Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu une voiture. » Ashley lui a répondu « Vous venez d'où ?» Clark lui a dit qu'elle venait d'une deuxième horizon, qu'on était actuellement dans une puce mémoire. Ashley ne l'a pas cru, l'a prise pour une folle, mais elle a dit que c'était la réalité. On est dans une puce mémoire. Et que cette puce mémoire contient 3 horizons différentes. Que avant elle avait été dans une puce mémoire qui détenait un endroit toxique, cancérigène, sur lesquels des pustules et plein d'autres roches volcaniques apparaissaient sur le corps des humains. Des roches volcaniques, des pustules et plein d'autres symptômes apparaissaient sur les corps humains. Ashley lui expliquait clairement que c'était impossible. Elle ne la croyait pas. Mais Clark persévérait et persistait à lui expliquer qu'ils étaient dans une puce mémoire, que chaque endroit dans cette puce mémoire avait son propre horizon, son propre lieu et sa propre ville. La ville dans laquelle elle était avait été dévastée et détruite par des bombes nucléaires. Ashley l'a regardé bizarrement, a ouvert la porte, a ouvert sa voiture et a dit que c'était cette maison, la maison des Hastings. Elle est passée, elle est sortie de la voiture, elle a remercié. Elle est arrivée juste devant, Spencer a ouvert. Et Clark l'a regardé et lui a dit « C'est vous Spencer ?»
Elle est rentrée. Spencer lui a dit oui. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a vu Arya, Anna, Emily et Allison dans la même chambre. Clark a alors insisté pour les faire sortir. Anna, Emily, Spencer, Arya et Allison ont dit que si jamais elles sortaient, la police allait les enfermer en prison et que A allait recommencer. Clark a répondu que là d'où elle venait, elle avait des armes, elle avait de quoi se protéger et qu'elle savait comment se battre. Les filles sont sorties, l'ont suivi, après avoir vu sa démarche assurée. Les filles sont sorties. Elles ont dû traverser la première puce mémoire. La première puce mémoire, elles ont dû traverser la première existence d'un autre endroit et la deuxième existence d'une autre horizon. Elles ont dû traverser la première existence de leur horizon, Ravenswood. Ensuite, la deuxième existence de leur horizon, leur ville à elles, Rosewood. Elles ont traversé ces deux villes-là. Clark a estimé durant tout le voyage qu'elles étaient très similaires. Les filles ont alors expliqué que Rosewood et Ravenswood étaient deux villes différentes. L'une avait été faite par des gens spéciaux qui incarnaient le mal et qui incarnaient le fait de ne pas se sentir à l'aise, qui avait une femme qui vivait aussi. Il y avait une femme qui vivait ici, qui était une femme qui était médium, qui prédisait l'avenir et qui savait ce que A avait fait ou allait faire. Cette femme savait ce que A allait faire ou avait fait. Elle savait communiquer avec les morts ou savoir qui A allait tuer. Elle venait souvent ici pour la voir et pour savoir ce que A allait faire. Mais sinon, cette ville incarnait le mal et elle ne se sentait jamais en protection. Elle ne se sentait jamais protégée, ni même sans aucune protection dans cette ville. Clark les a regardés et a demandé en parlant à sa montre qu'elle avait à son bras. En parlant au micro de sa montre qu'elle avait à son bras, elle a demandé à Raven de faire apparaître un fusil, une arme à feu, de manière à faire apparaître une arme à feu, de manière à faire apparaître une arme à feu dans ses mains. Elle a reçu alors un fusil, une arme, ainsi qu'un autre fusil. Dans sa main gauche, puis dans sa main droite, est apparu un calibre 47, dans sa main droite, un calibre 50. Ensuite, les deux filles ont regardé ces fusils apparaître. Emily et Anna ont regardé ces deux fusils apparaître. Arya a demandé si elle savait s'en servir. Clark a tiré, a pointé, a visé et a dit évidemment. Et Allison a demandé comment est-ce qu'elle avait fait ça. Elle s'est mise à côté des filles. Clark s'est mis à côté des filles et a dit qu'elle savait parler et communiquer depuis la puce, depuis Police, avec cette simple montre et ce simple micro. Et ce qu'elle avait autour de son cou était un endroit pour les repérer, pour savoir si elle était déjà avec Allison, Arya, Anna, Emily et Spencer. Elle y était, et Raven a dit qu'elle devait continuer comme ça, traverser la troisième horizon et arriver dans l'univers toxique. Les sorcières sont réapparues, le calèche, avec les roues et les éruptions cutanées. Le calèche avec les roues et les éruptions cutanées sur les hommes et les humains qui étaient par terre, qui étaient morts. Les hommes qui étaient par terre, qui étaient morts à cause de cet univers cancérigène, de cet espace cancérigène et de l'air toxique qu'il y avait dans l'air, à cause des explosions nucléaires. Les hommes étaient morts et les éruptions cutanées sur les chevaux étaient toujours là. Les roches volcaniques et les cendres dans leurs yeux. Elles ont passé plusieurs bunkers, elles ont traversé plusieurs univers. Elles ont traversé plusieurs univers, plusieurs bunkers, et les sorcières ont disparu dans un bunker. Elles ont revu la Maison Blanche, avec les plusieurs colonnes, et ensuite, elles sont apparues dans l'autre endroit, l'endroit de Clark, son univers à elle. Elles sont revenues à Police, et une fois devant l'univers de Police, devant l'horizon qui menait tout droit à Police, dans l'univers de Clark, au campement,
Elle a tendu sa main et a dit alors au micro de sa main, à Raven et à Abby, de pouvoir faire réapparaître l'endroit par laquelle elle était sortie et rentrer dans l'horizon. Elle a fait apparaître une porte avec un code spécial, et Raven, qui a fait apparaître ce code depuis l'intérieur du campement, depuis l'intérieur du laboratoire, Spencer, Arya, Anna, Allison et Emily ont passé la porte avec Clark et elles se sont retrouvées au campement avec Clark. On leur a mis des couvertures chaudes et elles ont essayé de parler de ce qu'elles ont vu et vécu. Clark ouvre les portes du campement. Les filles qui étaient à Rosewood, Emily, Spencer, Arya, Anna et Allison, rentrent dans le campement. Clark ouvre les portes et demande alors à Murphy de les garder, de rester près d'elles. Elles sont par terre, elles ont des couvertures chaudes et elles attendent. Tout autour d'elles, Raven a son PC, qui regarde encore et qui essaie de trouver un moyen, des codes spéciaux, pour pouvoir entrer dans les horizons et détruire les puces. Soudainement, les filles reçoivent tout un message. Elles sont assises par terre dans le campement, et Clark se retourne, et les filles regardent leur GSM. Elles reçoivent un message de A, encore un de ces messages récurrents, qui dit qu'un invité surprise ne va pas tarder à arriver. Raven demande alors ce qui est écrit sur leur GSM. Elles répondent que A a envoyé qu'un invité surprise allait arriver. Clark les regarde et leur dit que ce n'est pas normal. Et puis regarde Raven et dit que ce n'est pas normal car elle avait refermé, elle avait scellé derrière elle la porte d'entrée. Derrière elle, elle avait scellé la porte d'entrée. Elle l'avait fermée avec un code. Elle était scellée et plus personne ne pouvait rentrer, ni même sortir. Personne ne pouvait sortir de l'horizon. Personne ne pouvait rentrer. Elle avait scellé la porte avec un code. C'est alors que Raven regarde son écran, mais s'aperçoit plus tard, seulement plus tard après avoir examiné les roches, que son écran commence à clignoter et à faire un bruit sourd. Son écran fait un bruit sourd et son PC commence à clignoter. Elle regarde son écran et la signalisation de quelqu'un qui se trouve dans le deuxième horizon arrive. Ensuite, les filles se reculent, se reposent de plus en plus contre les murs et reçoivent le même message. Il ne va pas tarder à arriver. A. Le message envoyé par A, il ne va pas tarder à arriver. Les filles ferment leur GSM, l'éteignent, et c'est alors que Clark s'abaisse juste devant eux. Juste devant elles toutes, juste devant eux, Clark s'abaisse, se met sur les genoux, une main par terre, et leur demande de donner leur GSM. Ce qu'elles font. Par la suite, elles donnent leur GSM, mais lorsqu'elles donnent leur GSM, elles l'éteignent toutes. Plus de messages de A. A, pour elle, avait disparu. Pour elles toutes, A avait disparu. Plus de messages de lui. Elles avaient toutes donné leur GSM, toutes donné leur smartphone. Plus rien. Clark avait dit que désormais, elle était la seule à pouvoir communiquer avec les autres horizons. Les filles restent sur le côté. Murphy est juste à côté, avec un fusil, avec une arme à feu, et garde les filles. Elles attendent jusqu'au moment où Raven aperçoit un portrait robot qui est en train de se construire. Elle se tourne, elle avance de 3 pas. Murphy la regarde avancer et lui dit en tendant le bras que ce n'est pas possible d'aller plus loin, d'aller plus proche. Murphy lui dit que ce n'est pas possible d'aller plus loin ni même plus proche, car les filles sont terrorisées. Ensuite, Raven se recule, lève les mains et dit « Ok, mais je voulais juste savoir si une d'entre elles connaît le nom Alex Drake. » Spencer se recule et va dans une autre pièce. Elle réfléchit à la nuit où elle était encore à Rosewood, où elle avait été à la maison No End House, où elle était rentrée. Elle était en train de réfléchir et faire les 100 pas. Clark l'avait suivie dans les couloirs jusqu'à la chambre qui était la sienne, ouvre la porte
ouvre le sas 3B, le sas ED, et ensuite, après le sas ED, le sas 3B, le sas B4 et le sas N3, elle regarde la chambre de Spencer, et ensuite, dans sa chambre, elle voit Spencer en train de parler toute seule, de dire que ce n'est pas possible, qu'elle ne pouvait pas être là. Elle se rappelle de cette nuit où elle avait quitté sa maison et où Melissa. Elle se rappelle de cette nuit où Melissa était en train de dormir, où sa mère était en train de dormir et où son père était parti pour une conférence autre part dans une autre ville, à New York. Elle se rappelle que son père était parti en conférence, qu'il n'était pas là, que sa mère dormait et que Melissa, elle dormait aussi. Melissa avait entendu un bruit dans sa chambre, donc elle avait regardé dehors, elle avait entrouverte la porte de sa chambre et vu que sa sœur Spencer était en train de partir. Elle regarda ensuite à la fenêtre en descendant l'escalier et en arrivant au salon. Elle vit par la fenêtre Spencer partir jusqu'à No End House, la maison sans fin. Elle ouvrit la porte et elle se rappela que lorsqu'elle avait fermé la porte de la 6e salle, le monde s'était étendu. Mais elle se rappela aussi qu'elle n'avait pas fermé la porte complètement, elle l'avait juste mis contre. Ensuite, elle s'était demandé si le monde s'était étendu. Peut-être que si le monde s'était étendu, était devenu plus grand à Rosewood, à Ravenswood aussi, et que lorsque la porte n'était pas fermée à No End House, la maison sans fin, peut-être que Alex Drake était sorti. Elle n'osait pas l'avouer aux autres filles, de peur qu'elles se retournent contre elle, mais Clark est rentré et lui a demandé de lui expliquer. Elle lui a raconté qu'elle avait été à No End House, la maison sans fin, qu'elle avait traversé toutes les pièces et qu'elle avait vu tous les souvenirs. Elle lui a expliqué aussi qu'elle avait refermé la porte, mais qu'elle ne se rappelait plus si elle l'avait mis contre ou si elle l'avait clairement refermée. Elle pensait l'avoir mis contre, et sa sœur jumelle, Alex Drake, qui est en fait le 3e A, est revenue, et a sûrement passé la porte. Ensuite, Clark a demandé des explications sur cette personne qui s'appelle A. Spencer s'est assise sur le lit, Clark s'est mis à côté d'elle, et lui a demandé qui était ce A. Elle lui a expliqué que A était une personne qui, depuis le début de leur entrée au lycée, ne cessait de leur envoyer des messages récurrents, des messages de menaces comme quoi elle devait faire des choses qu'elle ne voulait pas faire, où elle devait aller ou se mêler d'affaires des autres. Des messages comme quoi elle devait se mêler des affaires des autres, faire des choses qu'elle ne voulait pas faire ou encore des menaces récurrentes qui revenaient souvent. Mais le plus souvent, c'était faire des choses ou aller dans des endroits dans lesquels il ne voulait pas aller. Clark a alors compris que ce A devait être une personne manipulatrice. Elle leur a aussi expliqué qu'elle n'avait rien à craindre ici. Mais ensuite, Spencer s'est levé et a expliqué à Clark que bien avant que A ne commence ses messages récurrents, à demander de faire des choses, des endroits où elle devait aller, ou à demander de manipuler chaque personne, Spencer, Anna, Emily et Aria, ainsi que Allison. Elle avait dit que Allison, celle qui était avec elle, avait disparu, mais était réapparue. Elle avait disparu, on l'avait crue morte. On avait trouvé plusieurs cadavres qu'on pensait être elle, jusqu'à ce qu'on sache que c'était une autre fille. Elle avait expliqué tout ça à Clark, et Clark lui avait dit de ralentir le mouvement, de lui expliquer plus clairement ce qui s'était passé. Spencer s'est assise et lui a dit clairement que leur copine d'entre toutes les filles, elle lui a dit clairement que leur copine d'entre toutes les filles, Allison, avait disparu. Ensuite, elle avait raconté que après le fait qu'elle avait disparu, d'autres cadavres ont été trouvés, pensant que c'était elle. Un jour, un homme, à Rosewood, a commencé à envoyer des messages récurrents, des menaces ou alors des faits divers qui présageaient des choses qui allaient se passer, des endroits dans lesquels elle devait aller. Et elle pensait peut-être que le 3e A qui précédait la revenue. Elle pensait que le 3e A qui précédait le fait que Allison soit revenue était Alex Drake et qu'elle avait passé la porte de ce 3e A qui précédait le fait que Allison était revenue. Précédait surtout le fait que Alex Drake avait passé la porte de No End House.
Clark avait tout compris, et elle avait demandé à Spencer de repartir dans le couloir, se mettre à côté de ses copines, de lui expliquer avec calme et intérêt ce qu'elle avait fait. Que ce n'était pas une punition ni une pénitence, mais qu'elle devait expliquer pour comprendre, car si Alex Drake devait revenir au campement et devait les rejoindre, cela pourrait peut-être potentiellement causer des problèmes, et qu'il fallait se préparer à l'avance, préparer les équipes et mettre en place tout un plan pour pouvoir l'arrêter. Ensuite, pendant que Raven remarquait que Alex Drake s'avançait de plus en plus au travers des horizons. Elle est arrivée à l'horizon, la deuxième horizon. L'horizon dans laquelle il y a les femmes en robe noire, les sorcières, et l'école des sorcières. Lorsqu'elle est arrivée dans cet horizon qui se fait appeler Coven, lorsqu'elle est arrivée dans l'horizon qui se fait appeler Coven, l'école des sorcières et ces femmes en robe noire, elle les a traversées et elle a vu en images satellites que une par une, avec la hache qu'elle tenait en main et le regard perçant qu'elle avait entre les yeux, elle les avait tuées. Les unes après les autres, elle les avait massacrées, ainsi que l'homme à la hache l'avait suivi. L'homme à la hache l'avait suivi et l'avait aidé. Tous deux, côte à côte, ils avaient tué les sorcières. L'homme à la hache, tous deux côte à côte avec Alex Drake, avaient tué les sorcières. Ils avaient passé la deuxième horizon, l'univers cancérigène, avec les gens qui étaient couverts de roches volcaniques, couverts de tumeurs cancérigènes, couverts de roches volcaniques, couverts de tout ce qu'il y avait sur eux et les cadavres qu'il y avait par terre qui s'empilèrent, les uns après les autres, et le sang qu'il y avait sur eux, les éruptions cutanées qu'il y avait sur leur corps, ils s'empilèrent les uns après les autres, leurs os se fracturaient avec le métal de la hache. Avec l'acier trempé de la hache, le métal se fracturait, leurs os se fracturaient. Le métal de la hache fracturait les os, et l'acier trempé traînait contre le sol. Les éruptions cutanées sur les corps s'empilèrent les uns après les autres. Le sang était versé, et Alex Drake traversa son chemin avec l'homme à la hache, qui était resté dans cet univers. Il était obligé de rester dans cet univers car il ne pouvait pas le quitter. Alex Drake a alors pris sa hache et est parti. Elle arrivait avec une hache en main et une hache dans le dos. Elle avait laissé la première hache qu'elle avait dans son dos, qu'elle avait récupérée de l'homme à la hache. Elle l'avait laissée dans le deuxième univers. Elle venait de traverser le second univers et était arrivée dans l'univers de Ali. Elle venait d'y arriver. Elle était dans la Cité des Lumières. Et Ali se montrèrent alors à elle. Alex Drake traversa Ali, traversa ensuite la Cité des Lumières et passa au travers. Avec sa hache, chaque personne qui essayait de croiser son chemin, elles fracturèrent leurs os. Elle laissait son sang traîner derrière elle, le sang de ses victimes. Et avec sa hache qu'elle faisait traîner par terre, elle est arrivée dans l'univers des sangs. Ensuite, Clark s'est présenté à elle. Sur Terre, elle est arrivée et Maddie qui était dans sa chambre avec Octavia. Octavia qui gardait Maddie pendant que Clark discutait avec Ali. Eh bien, plus elle avançait dans l'avancée des horizons, plus Alex Drake arrivait dans l'univers des sangs. Elle est enfin arrivée dans la Cité des Lumières, et lorsqu'elle est arrivée dans l'univers des sangs, sur Terre, en post-apocalypse, elle a regardé Ali, et Ali lui a dit qu'elle devait rester dans la Cité des Lumières. Elle a brandi sa hache et a essayé de tuer Ali. Un code a déjoué l'ordinateur de Raven, et Raven a lâché son PC. Un code a déjoué tous les codes qu'elle avait déjà fait sur son PC. Un code crypté, un code à chiffres et un code à lettres est apparu. Un code à chiffres, un code à lettres et un code numéroté et crypté est apparu. Numéroté et crypté, ces trois codes commençaient tous par une initiale concrète. Ces codes commençaient tous par une initiale concrète. L'initiale de A. Ça commençait par un A
puis un 0, un 4 et puis un 5. Ensuite, le A, elle comprit que c'était la personne qu'elle ne connaissait pas, la personne qu'il y avait à Rosewood. Elle comprit que A, c'était cette personne-là, que c'était A qui avait envoyé ces codes cryptés. Et Allison s'était souvenu qu'elle avait été à Radley quand c'était devenu un hôtel. Allison se souvenu qu'elle avait été à Radley quand c'était un hôtel dirigé par la mère de Hannah et qu'elle avait vu que sur le PC de l'hôtel, il était écrit Ali. Elle avait vu avec la mère de Hannah que sur le PC de l'hôtel, là où nous prenons les commandes, là où on prend les chambres et qu'on prend une réservation, il était écrit une réservation au nom de Ali. Elle avait demandé et elle avait pris une photo. Elle avait demandé à prendre une photo. Et la mère de Hannah avait dit que c'était Mona qui était venue sous le nom de Ali à l'hôtel. Elle a pris une photo et tous les codes cryptés qui sont apparus tous les codes cryptés et numérotés par lettre ou par chiffre qui sont apparus sur le PC de Raven. Elle les a regardés. Allison s'est levée, a regardé et a vu que le A était l'initiale de A, la personne qui les persécutait. Les autres chiffres formaient le nom Ali, ce qui prouvait que pour elle, le premier A était Ali. Ensuite, les autres filles sont arrivées. Les autres filles sont arrivées près du PC après que Allison ait trouvé que l'initiale A était en fait Ali et que les initiales secondes, car il y avait un premier A dans les codes cryptés, un second qui voulait dire Ali, un premier qui voulait dire A, la personne qui les persécutait. Il y avait le chiffre 4 qui prouvait qu'il y avait 4 menteuses. Il y avait le chiffre 5 qui prouvait que la 5e menteuse avait disparu. Les autres chiffres formaient le nom Ali et étaient chacun similaires à la lettre qu'il y avait dans le nom. Il y avait le chiffre 1 pour la lettre A, il y avait le chiffre 2 pour la lettre E, il y avait le chiffre 3 pour la lettre I et le chiffre 5 pour la lettre L. Tous ces chiffres correspondaient à la lettre suivante. La lettre suivante avait chacun son chiffre numéroté, mais c'était chaque fois 4, 5, 3, 2, 1 ou 0. Ça n'allait pas plus loin que ça, car elles étaient 4 à mentir et 5 à avoir disparu. A, c'était la personne qui les traquait, et A, lorsqu'il y en avait 2 qui se suivaient, c'était Ali. Ali, qui est une force à intelligence artificielle, avait comme surnom 2A, et A, qui était la personne qui leur envoyait des messages récurrents, avait comme surnom et comme initiale 1A. Ensuite, Raven cryptèrent les messages et les codèrent les uns après les autres, et trouvaient un message qu'elle ne comprenait pas. Elle voyait des noms qu'elle ne comprenait pas. Caleb Rivers, Toby Cavanaugh, ou encore Mona Vanderwall. Elle ne savait pas qui étaient ces personnes. Lorsque Hannah a entendu Toby Cavanaugh, elle est allée voir. Lorsque Hannah a entendu Toby Cavanaugh, elle est allée voir. Lorsque Spencer a entendu Caleb Rivers, elle est allée voir. Et lorsque Allison a entendu Mona Vanderwall, elle est allée voir. Tout de suite, Arya s'est levée avec Emily. Emily a dit à Raven, en s'avançant vers elle de 3 pas, en se mettant à côté d'elle près de l'écran, que Mona Vanderwall était censée être morte, que Toby Cavanaugh était censé être resté dans l'horizon. Et que la seconde personne qu'il y avait sur l'écran, Caleb Rivers, lui, était censé rester dans l'horizon, comme Toby Cavanaugh. Raven a regardé Allison, Arya, Spencer, Emily et Hannah,
et leur a demandé pourquoi ces personnes étaient censées rester dans l'horizon et pourquoi est-ce qu'elles ne les ont pas sauvées, ou pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas suivis. Les filles ont expliqué que Caleb Rivers avait été à Ravenswood, mais que l'horizon ne s'était pas encore agrandi jusqu'à Ravenswood. Elles ont expliqué que Toby Cavanaugh devait prendre soin de sa sœur Jenna qui était aveugle. Et elles ont aussi expliqué à Raven, durant de longues heures, que Mona Vanderwaal était devenue folle et était morte. Durant la nuit, Raven avait travaillé toute la nuit pour pouvoir comprendre ces codes. Pour pouvoir comprendre ces codes, Raven avait travaillé toute la nuit. Mais elle avait remarqué le matin que ce n'étaient pas des codes, ce n'étaient pas des chiffres, encore moins des nombres. C'était des lettres, c'était des mots, des noms de personnes, des noms de famille. Clark s'est avancé de 2 pas, et les filles restèrent derrière Clark. Mais quand elles ont entendu les noms, elles se sont levées, Murphy avec. Murphy avec s'est avancé, et est resté comme garde, juste à côté d'elle, avec un fusil en main, une arme à feu. Il l'a gardée en main, prête à tirer, et les filles se sont avancées, lentement, d'abord de 3 pas, puis de 4, puis de 5, et ensuite, elles se sont avancées de 1 pas, autour de Raven et de Clark. Face à l'écran, Raven a cité les noms. Zoe Benson, Madison Montgomery, Cordelia Fox, Fiona Good et Myrtle Snow, ainsi que Misty Day et Kyle Spencer. Soudainement, Arya s'est rendu compte que Madison Montgomery était sa sœur et que c'était l'une des sorcières de la 2e horizon. L'une des sorcières de la 2e horizon, Madison Montgomery, était la sœur de Arya Montgomery et était aussi la sœur de Addison Montgomery. Cordelia Fox, on ne savait pas qui c'était, mais c'était l'une des sorcières. Fiona Good, c'était l'une des sorcières, mais on ne savait pas qui c'était. Myrtle Snow, c'était aussi l'une des sorcières d'après Clark. D'après Clark, Misty Day, c'était l'une des sorcières. Et Spencer comprit qu'elle avait un frère cassé. Spencer comprit qu'en plus de Alex Drake, qui avait très facile à passer les horizons, avait un frère caché. Kyle Spencer, de son nom, Spencer. Elle avait un frère caché. Il était dans la 2e horizon, mais elle ne l'avait pas vu. Kyle Spencer était son frère caché, en plus de Alex Drake. Il avait été abandonné à Radley, mais avait passé les horizons quand il avait grandi et qu'il avait pu sortir. C'était Mona qui l'avait aidé à passer les portes. Depuis, il se faisait appeler Kyle Spencer, jusqu'au jour où Raven, ce soir-là, avait décrypté les codes, qui étaient en fait des noms, des lettres. Et alors, Spencer comprit qu'elle avait un frère, Kyle Spencer. Et Arya comprit qu'elle avait Madison, une sœur. Arya comprit qu'elle avait une sœur, qui était une sorcière. Elle comprit qu'elle avait une sœur qui était une sorcière, dans la 2e horizon, et qu'elle ne l'avait pas encore rencontrée ni même vue. Mais Madison Montgomery était sa sœur, qui était la sœur de Addison Montgomery, qui était sa 2e sœur à Arya. Arya faisait allusion à ces 2 filles, quand elle pensait que c'étaient des ennemis. Ensuite, elle a compris que Addison était peut-être A. Dans le couloir, Murphy s'est assis juste à côté de Spencer et lui a demandé qui était Alex Drake. Spencer a tourné la tête et Murphy a commencé à insister. Il lui a demandé à plusieurs reprises qui était A et qui était Alex Drake, qui était aussi AD. Allison a regardé Murphy et lui a dit
Sérieusement? Quand Murphy a demandé qui était AD et qui était Alex Drake, Allison l'a regardé, s'est mis entre Spencer et entre Murphy, a regardé son arme et lui a dit « Sérieusement ?» Murphy l'a regardé et a regardé Allison et a dit « Tu sais, elle est pas chargée, hein, elle est pas chargée. » Allison est partie, a fait tomber son arme de sa main et lui a dit comme si j'allais te croire. Elle s'est assise à côté de Spencer, lui a demandé si tout allait bien. Spencer a tourné la tête vers Murphy, a dit Alex Drake, c'est ma sœur. AD, c'est ma sœur. A, c'est ma sœur. Murphy s'est assis à côté d'elle, sur la rambarde, et sur le bloc en béton qu'il y avait. Le bloc en béton qui était en fait une batterie électronique. Cette batterie à impulsion électronique qu'il y avait sur le côté, il s'est assis dessus. Il s'est assis dessus, et elle s'est assise dessus, à côté de lui. Il a parlé avec Spencer, il a parlé avec Spencer, et lui a dit, si A, c'est ta sœur, si AD, c'est ta sœur, et Alex Drake, c'est ta sœur, il a rechargé son arme, et il l'a mis sur le côté, il s'est relevé, il l'a regardé, d'un regard qui disait qu'il fallait mieux la protéger. Spencer a souri, d'un petit sourire en coin, et est restée assise. Murphy était debout, et Allison est passée devant, et l'a regardé. A insisté pour prendre son arme, et a dit « Tu sais, elle peut tout aussi bien se protéger elle-même. » Murphy l'a regardé, a bougé Allison de place en la poussant par l'épaule, et lui a dit « Avec tout ce qu'elle vient de me raconter, je pense bien que je dois la protéger. » Et puis c'est un ordre de Clark. Allison a regardé Clark, l'a tourné vers elle, de 2 pas. De 2 pas, elle s'est tournée vers Clark. Clark l'a regardé, lui a demandé ce qu'elle voulait. Allison s'est tournée vers Clark et lui a dit « D'où tu te permets de donner des ordres aux gens comme ça ?» Clark s'est tourné vers Allison et a dit « Et toi, d'où tu te permets de donner des ordres aux gens alors que tu connais même pas leur statut ?» Allison s'est retournée, est partie et n'a rien dit. Elle a fait tomber toutes les armes qu'il y avait sur le côté, à côté de Clark. Clark s'est assis juste à côté de Spencer. Spencer était entre Murphy, qui était debout, qui était le garde de Emily, de Hannah, de Aria et de Allison qui venait de partir. Clark s'est assis à côté de Spencer et Neyla est arrivée. Clark lui a demandé si elle voulait en parler. Murphy a dit « Tu sais, je crois pas qu'elle voudrait en parler réellement. » Neyla s'est assis à côté de Murphy. Murphy s'est assis à côté de Neyla et lui a dit « Tu sais, je crois que c'est plutôt Clark qui devrait parler de ça à Spencer. » Ils sont partis dans l'aile ouest. Neyla et Murphy sont partis dans l'aile ouest et ont commencé à discuter. Si AD c'est Alex Drake, si A c'est la sœur de Spencer, et si Alex c'est Alex Drake, tu crois qu'il va venir jusqu'au campement? Et ils ont commencé à parler, croyant que A allait peut-être venir jusqu'au campement. Neyla a répondu que peut-être non, qu'il n'allait pas venir jusqu'au campement, et que si AD c'était Alex Drake, que si Alex Drake c'était la sœur de Spencer, et que si la sœur de Spencer était le troisième A, et qu'il y avait toute une histoire autour de quelqu'un qui les persécutait par des messages qui étaient récurrents, peut-être que possiblement il n'en avait que pour Dieu, il n'en avait que Dieu pour elle. C'est alors que Murphy a déchargé son arme, l'a rechargée, et a dit « Faut que j'y retourne alors. Faut que je retourne près d'elle. Je crois qu'elle a besoin d'un garde. »
tout comme les autres filles d'ailleurs. Neila a mis sa main sur son épaule et lui a dit « Ouais, fais donc ça, fais donc ça. » Elle est partie et a été dans l'armurerie et a rangé les armes. Elle s'est mise à côté de Bellamy et a commencé à ranger les armes avec Bellamy. Octavia est arrivée et lui a dit qu'il fallait recharger son arme et qu'elle ne trouvait plus son chargeur. Raven est arrivée et lui a dit qu'elle avait utilisé son chargeur pour pouvoir remplir le chargeur dans les drones et retrouver les autres qui étaient partis sur le cratère. Les autres qui étaient partis sur le cratère, c'était Ontari et toute son armée, les Nadblida. C'était toute son armée, c'était les Nadblida, et c'était aussi Ontari. Ontari qui était parti avec son armée, les Nadblida, qui avait promis un accord avec Clark, ramener de l'eau potable et de quoi manger, des vivres pour au moins quelques mois, quelques années, avant que la prochaine sécheresse n'arrive. Ontari et son peuple, les Nadblida, avaient promis, avant que les Nadblida n'arrivent et que Ontari ne revienne, ils avaient promis avant la prochaine sécheresse qu'ils apporteraient de l'eau, des vivres et de quoi manger. Ils étaient dans la forêt et ils récupéraient des semences, des arbres, ils récupéraient des fruits, de l'eau potable et de la terre pour pouvoir mettre ça dans les serres biologiques. Pour pouvoir mettre ça dans les serres aquabiologiques, ils récupéraient des arbres fruitiers, ou encore des fruits, ou même parfois certains allaient chasser, ils se dispersaient dans les secteurs 1, 3, 2, 7, 8 et 9 et partaient chasser. Certains revenaient avec des gibiers morts et des animaux morts qu'ils faisaient cuire et ils dressaient la viande. Ils dressaient la viande dans certains endroits, à l'intérieur d'un bunker, et d'autres partaient chercher des arbres fruitiers. D'autres parlaient d'un endroit dans lequel ils trouveraient de l'eau. Et les Nadblida, gérés par Ontari, étaient partis chercher leur accord. Ils étaient partis chercher leur accord auprès de Clark. Les Nadblida et Ontari avaient eu un accord, ramener de la viande, de quoi vivre au moins pendant longtemps, car la prochaine sécheresse aura peut-être lieu lors d'une pleine lune, et la pleine lune est un impact fort, et peut-être même toxique et biologique, sur Terre. Sur Terre, la prochaine pleine lune est un impact biologique, peut-être même toxique par rapport à ce qui pourrait se passer. Raven a donc appelé Clark et lui a dit que la prochaine pleine lune était due à la prochaine sécheresse et que la prochaine sécheresse sera peut-être due à un Prime Faya, pas aussi puissant que le tout premier, mais le Prime Faya en plus que les premiers allait peut-être arriver. Il y avait déjà eu un Prime Faya il y a 5 ans. Il y a 5 ans sur les terres numéro 4, il y avait déjà eu un Prime Faya, pas si puissant que le premier. Mais sur les secteurs 4, 8, 9, 5 et 2, il y avait eu un Prime Faya. Les terres ont été détruites. Depuis, ce n'est plus qu'un désert. Aujourd'hui, il est possible que la sécheresse, due à la pleine lune, soit peut-être toxique et emploie peut-être des pluies radioactives qui vont entraîner peut-être un Prime Faya moins puissant que le premier qu'il y a eu il y a 5 ans. Il fallait impérativement trouver Ali et faire sortir la clé et ramener ceux qui étaient encore dans la maison No End House qui était apparue. Ils avaient compris alors avec ces liens familiaux que tout était en train de se perturber. Les univers, les horizons étaient en train de se perturber. Ils ont compris alors que lorsqu'ils ont vu l'écran, que Zoe Benson, qui était une sorcière comme les autres,
qu'ils avaient vu dans le deuxième horizon. Madison Montgomery, qui était la sœur de Aria, et Aria, qui était la sœur de Addison. Addison Montgomery, qui était la sœur de Allison, et Allison, qui était la sœur d'Aria. Elles avaient toutes un lien de parenté. Les 4 filles avaient un lien de parenté, car Allison était la sœur de Addison. Addison était la sœur de Allison. Et Aria avait compris que Madison, cette sorcière de la deuxième horizon, était sa sœur, en plus du fait qu'elle avait déjà un frère à Rosewood, un frère qu'elle devait sortir de la maison No End House, en plus de sortir Ezra, de sortir Toby et Caleb, qui y étaient coincés. Les meurtres de Candle Cove se multipliaient au travers des terres des sangs. À Police, on trouvait des enfants morts partout, qui avaient été envoyés à la guerre par les Nadblida, qui ne cessaient d'aller dans la forêt pour trouver du gibier mort, pas seulement du gibier mort, mais aussi beaucoup d'autres animaux, des animaux qui avaient été chassés et tués. Ils se présentèrent à Police, devant la tour de Police, devant Clark, qui se présentèrent et se dressèrent devant eux. Les Nadblida montrèrent alors les gibiers morts qui avaient été préparés, qui avaient été mis en cage, des gibiers qui avaient été mis en cage. Certains étaient encore vivants, il fallait juste les tuer, les étriper, les vider et puis les faire cuire. Ensuite, ils conclurent la part de leur marché. Ils donnèrent ensuite l'eau qui avait été filtrée et distillée. Les gibiers morts, les gibiers vivants qu'il fallait juste étriper, vider, cuire, brûler et manger. Les Nadblida avaient promis de la nourriture, de l'eau, des vivres et beaucoup d'autres choses pour passer l'hiver et le Prime Faya. Le marché avait été conclu. Clark prit alors tout de suite ce qu'ils avaient conclu de donner. Le gibier mort, la viande, les animaux, et beaucoup d'autres choses, de l'eau, des fruits, des légumes et des vivres. Il conclut un marché, et pour ça, elle se présenta et elle se dressa devant le chef des Nadblida. Elle remercia Antari, et se dressa devant le chef des Nadblida. Remercia le chef, qui était reparti vers son camp. Ontari remercia Clark d'avoir fait un parcours pour pouvoir les aider eux aussi à retrouver leur camp. Pour pouvoir les aider à retrouver leur camp, Ontari remercia Clark et ensuite le clan des Nadblida avait conclu leur part du marché. Les Sandcrew, qui arrivaient du désert, avaient promis des vers à Octavia, des vers parasites. Ils arrivèrent alors avec plusieurs cages en verre et en plexiglas, dans lesquelles il y avait des vers et des œufs de verre. Ils les donnèrent à Octavia, qui dans le bunker les récupéra par une trappe. Elle les mettait tout autour de la reine et à côté de la reine. À côté de la reine qu'il y avait pour se battre, elle mettait les vers, juste devant son trône, et aussi dans les quartiers résidentiels qui étaient pour elle, et pour discuter de ce qu'ils allaient faire une fois à la surface. À la surface, Maddie avait un plan. Implanter Shai-Heda. Maddie avait un plan. Qui ensuite, ce plan, elle en fit part à Clark. Implanter Shai-Heda, le gardien de la flamme, le démon qu'il y avait dans la flamme. Implanter Shai-Heda, ce démon qu'il y avait dans la flamme qu'ils avaient retiré de son cou. Implanter Shai-Heda dans Alex Drake et pousser Alex Drake dans l'anomalie et détruire Shai-Heda et Alex Drake. Ensuite, ils auraient détruit Alex Drake, Shai-Heda, ils auraient détruit A et en même temps ils auraient détruit le démon de la flamme. La flamme pourra être ensuite réparée et retransplantée dans le cou de Maddie. Maddie dit alors à Clark que détruire Shai-Heda en implantant la clé et la puce dans le cou de Alex Drake, c'était un coup de maître.
que c'était quelque chose à ne plus décider, c'était juste quelque chose à faire. Ils avaient alors pris Alex Drake qu'ils avaient endormi au mont Weather. Ils lui avaient implanté la clé, la puce et la flamme dans le cou. Shai-Heda, Alex Drake, allaient être détruits dans l'anomalie une fois qu'on les aurait poussés. À l'intérieur, ils allaient être détruits ou envoyés sur une autre planète. L'anomalie en décidera. Mais Clark mit alors Alex Drake après l'avoir attrapé et l'avoir désarmé après l'avoir désarmé de sa hache. Elle l'a mis dans le laboratoire sur une chaise et ouvrit son cou avec un couteau. Elle mit la flamme et les gardiens de la flamme à l'intérieur de son cou. Elle referma en suturant. Et puis, quelques heures plus tard, Alex Drake s'était réveillé avec la flamme. Elle entendait des voix, se sentait très bizarre. Bizarrement, elle entendait des voix qu'elle ne connaissait pas. Et Alex Drake s'était réveillé, désarmé. Désemparée et désarmée, elle s'était réveillée dans le laboratoire. Abby et Raven, ainsi que Clark, l'avaient maîtrisée par terre. Elle se sentait désemparée, désorientée, désarmée, et elle entendait des voix. Abby, Raven et Clark l'avaient maîtrisée par terre. Ensuite, plus tard, dans les deuxièmes jours qui suivent, Murphy, Ontari et Emory avaient apporté Alex Drake à l'anomalie. Ontari, Emory et Murphy avaient apporté avec Echo Alex Drake ainsi que Shai-Heda à l'anomalie. Ils l'avaient lancé à l'intérieur et Shai-Heda, AD et Alex Drake avaient été détruits, ainsi que la flamme et les gardiens de la flamme. Maddie avait récupéré la flamme plus tard quand l'anomalie avait disparu. La flamme allait être réintroduite dans son cou et elle allait redevenir la gardienne de la flamme. Maintenant, il fallait juste faire sortir Toby, Ezra et Caleb de No End House. Ils étaient allés à la maison et ils avaient brûlé la maison. Tous les souvenirs disparaissaient les uns après les autres. Certains gardiens étaient rentrés à l'intérieur avec des combinaisons spéciales. Des combinaisons inifugènes, ils étaient rentrés à l'intérieur de No End House. La maison s'était détruite et Toby et Caleb étaient sortis. On leur a fait respirer un essuie mouillé de l'eau qui provenait du lac. On leur a fait respirer dans un essuie mouillé de l'eau qui provenait d'un lac. Un vêtement de Clark qui était mouillé et humide depuis l'eau qui venait du lac. Ils avaient respiré, ils étaient sortis. Ensuite, chacun avait rejoint son horizon et ils avaient trouvé une rédemption. A avait disparu, AD et Alex Drake ainsi que Shai-Heda avaient disparu. No End House avait brûlé et Candle Cove, chaque enfant avait été brûlé à l'endroit où ils avaient été trouvés. Ali avait été détruit car la puce et les gardiens de la flamme avaient détruit la Cité des Lumières et Ali qui était à la Cité des Lumières avec Jaha qui s'était sacrifié en tant que commandant. En tant que commandant, Jaha s'était sacrifié et Ali à la Cité des Lumières avait été détruit en poussant Alex Drake avec la flamme, avec la clé et la puce à l'intérieur de l'anomalie. Pour Clark, tout était fini, mais seulement après avoir poussé Alex Drake qui contenait la puce ainsi que la flamme des commandants et qui contenait le démon Shai-Heda. Après l'avoir poussé, l'avoir jeté dans l'anomalie, Clark pensait avoir tout fini. Mais seulement, elle avait oublié que même si Shai-Heda était dans la puce et que la flamme des commandants était dans le cou d'Alex Drake, elle n'avait pas pris en compte le fait que l'anomalie s'était mélangée et avait transplanté
avec le Prime Faya. Elle avait transplanté avec le Prime Faya. S'était mélangée, avait fusionné avec le Prime Faya. Elle n'avait pas pris en compte que l'anomalie n'était pas destructrice, mais était un pont vers une autre planète. C'était un pont vers une autre planète. Seulement Alex Drake est arrivé plus tard, au projet Eligius. Elle est arrivée au projet Eligius sur une autre planète, la planète Alpha. Une fois sur la planète Alpha, une fois sur cette planète, la planète Alpha, Alex Drake a été traité et a été pris en compte par les personnes qui gèrent le projet Eligius 3. Le projet Eligius 3, ces personnes qui gèrent ce projet, qui gardent ce projet secret depuis tellement d'années, les personnes qui ont un contact avec Eligius Alpha. Alex Drake a été recrutée en tant que tueuse. Désormais, Alex Drake est en entraînement. Et Alex Drake est en entraînement sur Eligius Alpha. Alex Drake est devenue une tueuse. Elle ne cherche qu'à tuer, à scruter et à rassembler des hôtes pour pouvoir les ramener. Désormais, envoyé sur Terre, Alex Drake, qui a été entraîné pendant des années passant, Clark pensait avoir réussi après avoir détruit le Prime Faya et l'anomalie, après avoir jeté Shai-Heda et la puce ainsi que Ali dans l'anomalie. Elle pensait avoir réussi. Mais Alex Drake aujourd'hui ressort de l'autre côté de l'anomalie et est arrivé sur Terre pour pouvoir irradier les princeps et recruter des âmes et des hôtes. Les princeps recrutent des hôtes et se servent des autres personnes pour pouvoir avoir plus de puissance et devenir de plus en plus nombreux et accroître dans ce qu'ils pensent être la vie éternelle. Shai-Heda est toujours emprisonné dans la puce, mais Shai-Heda est toujours dans le conscient de Alex Drake. Alex Drake, elle, a tout oublié de la Terre. Alex Drake a tout oublié de la Terre. Elle ne connaît même plus l'existence de Rosewood. Elle a oublié qui était sa sœur, Spencer. Elle a oublié Emily. Elle a oublié Allison. Et elle a oublié Arya et Anna. Elle ne les connaît plus. Elle ne sait même plus qui est Rosewood. Elle ne sait même plus ce qu'est Rosewood, ou encore ce qu'est Ravenswood. Elle a tout oublié. Seulement, aujourd'hui, elle est devenue un membre à part entière du projet Eligius 3. Elle est devenue un membre à part entière d'un membre du projet Eligius 3, qu'il a formé en tant que tueuse en série. Aujourd'hui, en tant que tueuse en série, en tant que tueuse à gages, en tant que membre à part entière du projet Eligius 3, elle est sur Terre afin de recruter des hôtes pour les princeps. Les princeps qui, eux, attendent que l'anomalie disparaisse. Les princeps attendent et essayent de faire accroître la vie éternelle, ce qu'ils considèrent comme la flamme des commandants pour transmettre une âme à une autre et pour avoir la vie éternelle. Changer de corps, changer d'hôte, recruter des hôtes. Alex Drake travaille pour les princeps et pour la flamme des commandants. Shai-Heda contrôle son conscient et son instinct meurtrier, son envie de tuer, son instinct meurtrier. Shai-Heda est à l'intérieur de la puce. Le démon de la flamme, l'ancien commandant qui a été tué, Shai-Heda, contrôle son instinct animalier, son instinct animal, son envie de tuer et son envie de serial killer et de tueuse à gages. Shai-Heda est sur le contrôle de tout ça. Alex Drake recrute des âmes, des hôtes et des personnes qu'elle tue. Elle les livre ensuite aux princeps et les princeps se servent de cette personne pas tout à fait morte. Ces personnes qui atterrissent dans le laboratoire, qui ensuite, par la suite, une fois dans le laboratoire, les princeps s'occupent de la personne, la rafistolent, la remettent sur leurs pieds, et ensuite, une fois vivants, les princeps
se servent de lui comme un hôte pour pouvoir avoir la vie éternelle. Alex Drake travaille maintenant pour les Princeps, mais seulement aussi pour l'anomalie. Les personnes qui ont réussi à convaincre Alex Drake de devenir une tueuse en série et une tueuse à gages ont réussi à s'adapter au mouvement de l'anomalie. Ils l'ont apprivoisé et ont apprivoisé l'anomalie. L'anomalie est un pont vers une autre planète, la planète Alpha. Et les personnes qui dirigent le projet Eligius Alpha ou Eligius 3 sont les gens qui ont adopté le mouvement du pont qu'il y a au travers de l'anomalie. Alex Drake s'en sert pour retourner sur le projet Eligius. Elle s'en sert pour retourner sur le projet Eligius, mais elle en est sortie de l'autre côté, là où elle récolte des âmes, des hôtes pour les Princeps. Elle récolte des hôtes pour les Princeps, et lorsqu'elle récolte des hôtes pour les Princeps, elle les apporte, elle les emmène au laboratoire, et les Princeps s'en servent, les rafistolent, les remettent sur leurs jambes, leur créent une sorte de conscience à partir d'une puce, la puce qui a été reprise dans le cou de Alex Drake, celle de Ali. Seulement les Princeps ont un autre plan par rapport à ça. Ils vont refaire une Ali 2.0 à partir de la puce qu'il y avait dans le cou de Alex Drake. Ils vont la remettre à jour, mais juste, ils ne savent pas que Ali s'est reconnecté au PC de Caleb. Ali s'est reconnecté au PC de Caleb et s'est remis en route toute seule. Ali s'est remis en route toute seule et a réussi à se connecter au satellite. Se connectant ainsi au satellite, elle a réussi à se connecter au journal de bord du PC de Caleb. Elle s'est connectée au PC de Caleb par rapport à son journal de bord et au logiciel. Ensuite, par rapport au satellite, elle s'est connectée au PC de Mona, qui est dans les archives ainsi que les pièces à conviction dans le commissariat de police à Rosewood. Se connectant au PC de Mona, dans les pièces à conviction et dans les archives, dans les dossiers de Rosewood, ainsi qu'au commissariat de Rosewood, elle s'est connectée au PC de Mona, aux archives et aux pièces à conviction. Elle s'est connectée au PC qui fait maintenant partie des archives et des pièces à conviction. Et le PC de Caleb, dans son appartement, elle s'est connectée au satellite, au PC de Caleb, au PC de Mona. Maintenant connectée au logiciel des deux PC, elle s'est réinstallée à l'intérieur de la Cité des Lumières, a remis à jour la Cité des Lumières et s'est remise à jour elle-même. Il ne manque plus que maintenant à essayer de contrôler les Princeps, de prendre en otage le château des Princeps. La Cité des Princeps ne manque plus qu'à être prise en otage, mais Alex Drake, elle, s'occupe du projet Eligius. Tant qu'à s'occuper du projet Eligius, elle fait encore des impasses par rapport à l'anomalie, où elle va sur le projet Eligius 3 et ensuite revient en tant que tueuse à gages et tueuse en série. Elle revient et se sert des autres pour pouvoir les apporter aux Princeps, qui eux ensuite les remettent sur pied et font accroître leur immortalité. C'est comme ça que ça se passe désormais. Seulement Clark n'est pas au courant que elle, sur le champ de bataille, contre Lexa. Elle, sur le champ de bataille, contre Lexa, au stade numéro 7 d'un impact d'un astéroïde. Au stade numéro 7 d'un impact d'un astéroïde, dans l'endroit où Lexa avait frappé avant, dans l'endroit où l'Eligius s'est posé, elle réfléchit. Elle est seule dans le désert, et elle réfléchit avec Lexa. Seulement Lexa a formé une alliance depuis le début. Elle a formé une alliance. Et ce vaisseau, le vaisseau extraterrial, était en fait le vaisseau d'Ali. Lors de l'Apocalypse, en 2052, c'était le vaisseau de Ali. Le vaisseau extraterrial était là pour survivre à l'anomalie, pour que Ali puisse survivre à l'anomalie. Là où il y avait le Prime Faya, tout a brûlé. Et Lexa et Clark se sont enfermés dans le vaisseau extraterrial de Ali. Elles ont trouvé en dessous des ondes
des ondes nucléaires, envoyées par un PC sur lequel il y avait un logiciel spécial que seul Raven pouvait comprendre. Finalement, ce logiciel s'avérait être quelque chose qui était en fait un ordinateur qui avait permis à Ali de se reconstituer une nouvelle fois. Clark regarda le logiciel. Raven avait essayé de le déclencher pour pouvoir l'éteindre et l'effacer. Mais elle ne savait pas, Raven ne savait pas qu'en déclenchant ce logiciel, en le réallumant et en le rééteignant, il y aurait tout autour des logiciels tels que le PC de Caleb et le PC de Mona, avec lequel elle s'est réinitialisée dans la Cité des Lumières. C'est alors que Raven se tourna de 2 pas sur la gauche et de 3 pas en avant vers Clark. Elle abandonna et elle lâcha ses outils par terre. Elle lui dit que ce n'était plus possible, que la seule chose à faire maintenant c'était d'attendre, et que la seule chose qui était possible c'était que Ali, même si on la tue, se réinitialise à nouveau. Lexa a regardé Clark, a fait un signe de la tête. Clark a regardé Lexa, a pris son flingue et a tiré. D'une seule balle, d'une seule traite, en mettant son doigt sur la détente. Elle n'a pas hésité une seconde et a tiré une balle. Sur le PC, tout s'est éteint, le Prime Faya s'est arrêté, et tout autour d'eux, l'anomalie a disparu, le Prime Faya s'est arrêté. Tout ce qui avait brûlé, la faune et la flore, a repris. Tout autour d'eux, le Prime Faya s'est arrêté. Après avoir tiré une balle sans hésiter dans le PC et avoir planté sa fourche et sa faux à l'intérieur avec Lexa, tout s'est arrêté. Dans le vaisseau extraterriel, il faisait sombre, froid, humide. La poussière et tout ce qu'il y avait dedans, le sable, la terre, l'humidité, étaient mélangés avec l'eau. Lexa, elle, regardait Clark. Il y avait un ordinateur de contrôle de base à l'intérieur, celui sur lequel, à chaque fois, Ali se réinitialisait une nouvelle fois, et la cité des Lumières, elle, se réinitialisait en même temps que Ali. Une nouvelle fois, elle se réinitialisait. Elle était revenue de l'autre côté de l'anomalie. Elle était revenue sur ses bases, de l'autre côté de l'anomalie. Sur Eligius, le contrôle Eligius Alpha. Le contrôle Eligius Alpha avait fait renaître Ali une nouvelle fois. Elle essayait de prendre en main le château des Princeps. Elle essayait de prendre en main la demeure des Princeps, leur château. Elle essayait de le prendre en main, de faire en sorte que ce château soit à elle. Alex Drake, elle passait des Princeps à l'anomalie. C'était comme un passage, comme un pont, comme avait dit Echo. Echo avait dit que c'était un pont entre les planètes. Alex Drake s'en servait pour passer du projet Eligius Alpha, au projet des Princeps, la vie éternelle, les hôtes, et tuer des personnes pour pouvoir les faire renaître, les apporter au laboratoire, les rafistoler et les remettre sur leurs pieds. Ensuite s'en servir comme des hôtes pour la vie éternelle. Alex Drake apportait des hôtes, des personnes mortes durant le combat. Les Princeps, eux, les rafistolaient, les remettaient sur leurs pieds, leur donnaient une conscience et des souvenirs, et s'en servaient comme des hôtes, pour accroître le fait de la vie éternelle et de croire à la vie éternelle. Pour accroître leur croyance, ils se servaient de la flamme. Pour pouvoir avoir une croyance dévouée entièrement à la vie éternelle. Dévoués entièrement à la vie éternelle, ils avaient une croyance dévouée à cela et au commandant de la flamme. Au commandant de la flamme, au dernier commandant, surtout à Chai-Heda. Ils avaient confiance totale. Ils avaient confiance totale en One Heda. Clark, Heda, Lexa, One Heda. Les Princeps avaient tous foi en Chai-Heda.
le commandant sombre, pour la renaissance de leurs hôtes. C'était pour ça que la confiance envers les princeps, avec Hera, One Hera, et Chai Hera, le commandant sombre, le commandant de la flamme. Grâce à ça, grâce à cette confiance, à cette dévotion, il leur était facile de rentrer sur le clan et le campement des princeps. Mais Chai Hera était le commandant sombre. Ils avaient la confiance en le commandant sombre pour la renaissance de leurs hôtes. Mais Lexa, qui était Hera, et Clark, qui était One Hera, étaient les deux qui avaient plus facile de rentrer sur le camp. C'était les deux qui avaient plus facile de rentrer sur le camp des princeps, car les princeps avaient omis une trêve, avaient omis de mettre une trêve en place avec One Hera et Hera. Clark et Lexa avaient omis de mettre une trêve en place avec les princeps. Mais seulement, personne ne savait encore que Alex Drake traversait tous les jours, tous les soirs, l'anomalie comme une passerelle pour aller chercher des hôtes pour les princeps. Seulement Hera, Clark et One Hera qui était Clark et Hera qui était Lexa n'avaient aucune idée de l'activité de Alex Drake. Elle n'avait aucune idée de l'activité de Alex Drake. Lexa et Clark n'avaient aucune idée de son activité. À son actif, Alex Drake allait chercher des hôtes et les ramenait dans les laboratoires des princeps pour pouvoir les rafistoler, les remettre sur leurs jambes. Pour pouvoir les remettre sur leurs jambes, pour pouvoir les remettre sur pied, leur prêter une conscience, leur prêter la conscience d'un autre, leur prêter des souvenirs et s'en servir comme hôtes. Il les rafistolait, les remettait sur leurs jambes et leurs pieds. Ensuite, il s'en servait comme hôtes. Mais Clark, One Hera, et Lexa, Hera, la première commandante, n'avaient aucune idée de l'activité et de ce que faisait Alex Drake à son actif. Seulement, ils avaient réussi à combattre. Ils avaient réussi à combattre Ali. Mais combattre Alex Drake et l'arrêter, un soir, hormis la présence du chef des natifs, Lexa, et hormis la présence du chef des princeps, Alex Drake s'est servi de la passerelle. Alex Drake s'est servi de la passerelle, l'anomalie, pour aller au projet Eligius Alpha. Elle s'est servie de la passerelle, l'anomalie. Clark et Lexa l'ont vu, l'ont arrêté, l'ont prise en otage et l'ont emmenée dans le vaisseau qu'elles avaient trouvé avec Raven et Octavia. Le vaisseau qui était resté sur Terre pour pouvoir désintégrer l'anomalie. Ceux qui avaient appris à apprivoiser l'anomalie étaient rentrés sur la planète Alpha. Alex Drake avait été emmené par Lexa et par One Hera, Clark. Tout était fini, ils avaient réussi à combattre. Ils avaient combattu Lexa, Alex Drake. Lexa et Clark avaient combattu Alex Drake et avaient combattu Ali, qui s'était supprimée elle-même à son propre jeu.